Eh bien, bonjour à tous. Je vous remercie de vous être connectés pour ce webinaire. Avant de commencer, je voudrais d'abord remercier toutes les personnes qui ont participé à l'organisation, à la fois l'équipe de Live Session pour leur professionnalisme et leur organisation, et également toutes les personnes en interne chez Agori qui ont pu y participer. Je pense particulièrement à Alexandra sur la conception du diaporama. Écoutez, je vous propose de démarrer donc, sur ce webinaire orienté sur la thématique du prélèvement à la source. Donc on s'est permis de faire une petite plaisanterie, entre guillemets, de savoir pour organiser la déclaration de revenus l'année prochaine, est-ce qu'il faudra Excel ou Doliprane? Alors est-ce que c'est Excel et Doliprane ou Doliprane? On le verra par la suite. Donc avant de commencer, je me permets de faire une petite présentation rapide du cabinet. Donc le cabinet, pour ceux qui ne nous connaissent pas, le cabinet Agori est donc implanté sur le bassin isérois, c'est Ciné. On dispose de plusieurs sites, à la fois à Visil et à Lamure, et on intervient dans des domaines traditionnels de l'expertise comptable, du commissariat aux comptes, mais on a également développé une approche full service, puisqu'aujourd'hui on intervient également au niveau juridique. Au niveau gestion, on a un pôle gestion au niveau du cabinet, gestion de patrimoine aussi. Également un pôle social, on fait à peu près 2000 bulletins de paye par mois au sein du cabinet, ce qui va beaucoup nous impacter par rapport à cette réforme du prélèvement à la source qu'on se propose de détailler. Donc rentrons dans le vif du sujet, les objectifs donc, de la réforme de ce prélèvement à la source. Donc comme vous le savez, a été décalé d'un an, puisqu'à la base, ça devait être mis en place au 1er janvier 2018, et la réforme a été décalée d'un an et prendra effet à partir du 1er janvier 2019. Donc l'idée, vous le savez, en fait, on en entend beaucoup parler, quasiment tous les jours à la télé ou à la radio. L'objectif de la réforme, en fait, est d'adapter la situation fiscale du contribuable par rapport à sa perception des revenus. Donc on va parler, comme on l'indique sur le slide, de contemporanéité de l'impôt. L'idée aussi, et on en reparlera certainement dans la présentation, des choses qui ont été beaucoup mises en avant, c'est bien évidemment un maintien des réductions et des crédits d'impôt au titre de l'année 2018 qui seront bien évidemment maintenus, mais on y reviendra dans la présentation. Alors, ce que je me suis permis de rajouter dans le diaporama, en fait, donc on a vu ce qui change, mais ce qui ne change pas, en fait, c'est le principe même du régime fiscal français et du mode déclaratif. Donc ça peut être une critique, quelque part, qui peut être faite de cette réforme, c'est qu'on a voulu instaurer un prélèvement à la source, changer le système. Et c'est ce qui est un peu dommage, puisque, en fait, on a une particularité française avec un système déclaratif relativement particulier. Donc, à défaut de certains pays qui ont mis déjà depuis longtemps le prélèvement à la source en place, dans ces pays-là, je prends l'exemple de l'Angleterre, on a un homme, une fiscalité, ce qui est pour le coup beaucoup plus simple. Le système français est très particulier, vous le savez, puisqu'on a aujourd'hui une conjugalisation de la situation du foyer fiscal. Le système de niche, les systèmes de report, le système de rattachement de personnes, etc. Ça, c'est un système qui est propre à la France et qui malheureusement va perdurer. C'est ce qu'on peut regretter d'ailleurs dans cette réforme, c'est ce qu'on indique dans le slide. Donc ce qu'il faut bien comprendre déjà, et on le répétera à plusieurs reprises, c'est que le prélèvement à la source ne change en rien le système déclaratif français. C'est-à-dire qu'on continuera de faire une déclaration chaque année, au printemps, comme vous êtes en train de la faire certainement, si vous l'avez déjà fait, pour l'année 2017. Donc l'année prochaine, au mois de mai 2019, vous ferez votre déclaration de revenus sur les revenus de l'année 2018. Donc on ne change pas le système de calcul, on ne change pas le système de perception, on ne change absolument rien. On change par contre le mode de perception et de collecte de l'impôt, puisque celui-ci, dans certains cas qu'on va développer après, sera prélevé à la source. Ce que je me suis permis de rajouter à la fin sur cette slide, ça n'a pas été trop mis en avant par l'administration, c'est que par le biais de cette réforme, en fait, on va avoir un délai de reprise majoré d'une année. Jusque-là, vous saviez que le délai de reprise de l'administration était de 3 ans, et donc en fait, on va passer à partir de l'année prochaine à 4 ans. Donc ça n'a pas été mis en avant, mais nous, on l'a vu à notre niveau. Alors, les objectifs de la réforme, on l'a dit, l'idée c'est en fait de supprimer le décalage d'un an entre la perception des revenus et l'imposition. Puisque comme vous le savez, aujourd'hui, vous déclarez en 2018, pour prendre cet exemple-là, vos revenus de l'année 2017 et vous liquiderez votre imposition sur le revenu à l'automne 2018 sur les revenus de l'année 2017. Donc à partir de 2019, effectivement, on vient gommer ce décalage puisqu'on sera prélevé à la fois en prélèvement à la source ou sur son compte, qu'on redéveloppera après, directement sur les revenus de l'année 2019. Ce qui pose la question de l'année blanche, on y reviendra après sur les revenus de l'année 2018, on rentrera dans le détail.
Petit point aussi qu'on indique sur le slide, c'est que l'idée également de cette réforme, c'est d'être plus proche de la situation du contribuable. Donc en fait, c'est d'adapter la situation et de signaler, le contribuable devra, à partir de 2019, signaler tout changement de situation à son niveau, que ce soit une situation financière, mais surtout une situation familiale. Prenez l'exemple mariage, naissance, séparation. Alors, ce qu'on indique ici, ça existe déjà aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il n'y a quelque part rien de nouveau, sauf que demain, avec le prélèvement à la source, quelque part, le contribuable sera incité et il aura vraiment intérêt de le faire plus qu'aujourd'hui. Et on va le voir par le biais d'un exemple juste après. Donc on vous prend cet exemple aujourd'hui issu de la base du site des impôts, donc un exemple qu'on a repris, un exemple qui peut faire assez sourire tellement il est caricatural. Donc regardons donc Stéphanie qui a 25 ans, qui est jeune active, elle débute sa carrière en tant que juriste dans une PME, peu importe, elle gagne 1 900 € net par mois. Donc c'est vrai qu'avant la réforme, n'ayant pas travaillé jusque-là, étant nouvellement active sur le marché de l'emploi, Stéphanie effectivement ne paye pas d'impôts en 2018. Mais fin 2019, elle doit à ce moment-là, une fois qu'elle a fait sa déclaration de revenus de l'année 2018, elle doit liquider, solder ses impôts de l'année précédente, donc de 2018, à hauteur, pour l'exemple, 1490 sur 3 mois. Donc d'octobre à décembre, au moment de la liquidation. Et c'est vrai que pour elle, dans son cas, typiquement, ça lui représente plus de 3/4 de son salaire à liquider sur cette période-là. Donc, grâce à cette réforme, merci l'administration, merci notre législateur qui vole à son secours, puisqu'en fait, après la réforme, pour elle, ça sera beaucoup plus simple, puisqu'en fait, à partir de 2019, elle sera prélevée tous les mois par le biais de son employeur, on rentrera dans le détail après, d'un taux pris par exemple ici de 7%, taux neutre par exemple. Ce taux étant légèrement supérieur à son vrai taux, elle sera en fait remboursée de 110 € à la fin de l'été. Vous voyez, c'est magique. L'État vole au secours de cette contribuable. Voilà. Alors ça fait sourire parce qu'en fait, si vous voulez, un exemple comme ça, en fait, on comprend bien que quelque part, quelqu'un qui démarre dans la vie active, je pense que le premier conseil à lui dire, c'est quand tu commences à travailler et gagner un petit peu ta vie, c'est effectivement mettre quelques euros de côté pour payer les impôts de l'année suivante. Donc c'est vrai que ça peut faire sourire. Aujourd'hui, quelque part, on n'aura plus à faire ce travail-là puisque l'on sera prélevé effectivement tous les mois sur son bulletin de paye pour ceux qui sont salariés du montant d'impôt correspondant à ses revenus. Donc plus besoin d'anticiper, c'est formidable. Alors, c'est ce qu'on remet ici, voilà, l'objectif, vous l'avez compris, c'est bien évidemment de mieux répartir l'impôt dans l'année. Par contre, ce que je précise en point numéro 2, vous l'avez compris, on ne change absolument rien dans les règles de calcul. Le système déclaratif français au mois de mai-juin de l'année suivante est absolument maintenu. Alors, les revenus concernés par le prélèvement à la source, voilà, ça il faut bien le comprendre, donc on s'est permis de rajouter un schéma assez explicatif. En fait, on parle de prélèvement à la source du moment où il y a un tiers collecteur, c'est ce qui est indiqué sur la colonne de gauche. Donc en fait, on aura un prélèvement à la source qui s'appliquera sur les salaires, les pensions de retraite, les indemnités journalières et également les allocations de chômage, donc ça sera géré par Pôle emploi. Donc à ce moment-là, sur cette catégorie de revenus, on aura une retenue à la source qui s'applique, on rentrera dans le détail un peu plus tard. Par contre, vous voyez qu'il y a toute une autre catégorie de revenus, ce qu'on appelle les revenus des indépendants, et les revenus fonciers pour lesquels il n'y a pas de tiers collecteur. Donc pour cette catégorie de revenus-là, déjà on va avoir une certaine difficulté puisqu'on ne pourra pas organiser un prélèvement à la source puisqu'il n'y a personne pour reverser. Alors pour l'anecdote, en fait, ça nous avait fait sourire, mais dans le projet initial, dans le texte, pour la partie revenus fonciers que vous avez tout à droite, on avait imaginé qu'on puisse faire supporter ce prélèvement à la source au locataire, puisqu'après tout, c'est le locataire qui verse le revenu au propriétaire. Alors bon, ça nous fait sourire, parce que déjà certains locataires ayant du mal eux-mêmes à payer leur loyer, on ne comprendrait pas comment ils auraient pu payer l'impôt sur le revenu de leur cher propriétaire. Voilà pour l'anecdote. Donc ce projet a été entériné et effectivement tous les revenus de catégorie assimilée indépendants, donc pour ces personnes-là, on ne pourra pas organiser de prélèvement à la source et on aura un système d'acompte qui va se mettre en place sur le compte du contribuable, donc un acompte mensuel ou trimestriel qui quelque part correspond de près ou de loin à un système de mensualisation tel qu'on le connaît aujourd'hui. Donc on voit qu'on va déjà avoir deux systèmes qui vont se juxtaposer. Un système où en fait on pourra avoir, si on est salarié ou si au sein de son foyer fiscal on a une personne qui est salariée, avoir un prélèvement à la source organisé par l'employeur.
Et un autre système qui va se juxtaposer, ou si on est indépendant par exemple, si on est médecin, si on est artisan, commerçant ou dirigeant d'entreprise, avec un système d'acompte mensuel, par exemple pour cet exemple-là. Donc selon le foyer fiscal, on pourra avoir plusieurs sources de revenus et de prélèvements à la source. On prenait des fois un exemple de retraités qui ont des retraites multiples, et on peut avoir comme ça multiples sources de prélèvements à la source. Prenons l'exemple de quelqu'un qui a 6 retraites, 6 pensions de retraite, il aura 6 prélèvements à la source qui seront organisés par ses caisses de retraite. Admettons qu'il travaille, il soit marié avec son conjoint qui travaille encore en tant que salarié, son conjoint aura également un prélèvement à la source. Comme ça, on peut multiplier les sources de prélèvement à la source, ce qui nous laisse penser, nous, experts comptables, que le fameux choc de simplification qui devait être mis en place par cette réforme, on va attendre de voir en janvier 2019, voir réellement ce qui va se passer. Nous, on ne peut que vous inviter en fait, à contrôler vos avis d'imposition et les différentes sources de prélèvement à la source que vous allez subir à partir de 2019. Alors, on suit dans la présentation, on précise également un petit focus sur certaines catégories de revenus, notamment les revenus des dirigeants, parce que là la question se pose, en fait, un dirigeant, vous savez qu'il y a 2 catégories de dirigeants aujourd'hui. On a des présidents et des gérants minoritaires de SARL qui sont, eux, assimilés salariés, puisqu'en fait, ils ont un bulletin de paye. Donc, pour eux, on pourra appliquer un prélèvement à la source, puisqu'ils sont sur un régime assimilé salarié. Par contre, de l'autre côté, les fameux articles 62, dans le jargon, les gérants majoritaires des SARL, les travailleurs non salariés, tous ceux qui sont affiliés au RSI ou aux caisses des indépendants, pour eux, on tombe sur un système d'acompte mensuel ou trimestriel, puisqu'on ne pourra pas organiser de retenue à la source, puisqu'il n'y a pas de déclaration sociale correspondante pour cette catégorie de revenus. Voilà. Alors, ce qu'on indique par la suite, en fait, il va y avoir donc une modulation qui pourra être faite sur la demande du contribuable. Donc, jusque-là, aujourd'hui, le contribuable peut faire une demande sur son espace impôt.gouv. Donc ça existe déjà aujourd'hui. Là, on vous indique en fait que demain, en 2019, en fait, le contribuable aura l'obligation, je dis bien l'obligation, de signaler tout changement de situation. On pense notamment au cas de mariage, de PAX, de décès ou de naissance, d'arrivée d'un nouvel enfant. Donc pour comprendre, en fait, on prend un exemple juste après. En fait, vous avez Johan et Amel, jeunes couple, jeunes parents. En fait, ils gagnent chacun 1 700 € net par mois. Ils ont un petit Léo d'1 an et demi et Amel accouche du 2e enfant. À partir de là, ils doivent payer 1 135 € d'impôts par an. Voilà leur situation. Donc, avant la réforme, en fait, donc en 2018, ils continuent de payer 1 135 € d'impôts, bien que le 2e enfant les rende non imposables, puisqu'avec l'arrivée du 2e enfant, vous savez, on a une demi-part supplémentaire qui vient se rajouter au foyer fiscal, donc potentiellement, dans leur exemple, dans leur cas, ils seraient non imposables. Donc ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut le regretter, mais il y a des solutions palliatives, entre guillemets, c'est de dire on continue de payer des impôts, et finalement, on voit l'effet de l'arrivée du 2e enfant, et le fait de devenir non imposable que l'année suivante, c'est vrai. Alors, chose à laquelle on peut dire, aujourd'hui, vous pouvez aussi aller sur votre espace impôt.gouv et faire une demande auprès de l'administration pour indiquer que vous anticipez une baisse de revenus de par l'arrivée du 2e enfant et demander à moduler en fait vos mensualités. Bon, j'allais dire, vous n'aurez plus réellement besoin de le faire, puisque après la réforme, vous avez l'obligation de signaler, et du coup l'intérêt de le signaler, puisque en fait, en indiquant l'arrivée du 2e enfant, on va voir que le taux de prélèvement à la source qui sera appliqué sur les salaires de Johan et Amel passera tout simplement à 0. Donc l'objectif, là encore, de cette réforme, quelque part, c'est d'être réactif et de s'adapter à la situation du contribuable et d'éviter ces décalages d'une année. Alors, on va rentrer un peu dans le détail. Maintenant, l'idée, c'est de comprendre quel va être le taux de prélèvement appliqué. Parce qu'on va voir que c'est là où ça se complexifie un petit peu. Il y a plusieurs taux, il y a plusieurs mécanismes. Je pense que le législateur n'a pas non plus été très pédagogue dans l'intitulé, et c'est ce qu'on va essayer aussi de clarifier dans cette présentation. Donc, quoi qu'il se passe, déjà, de base, à partir du 1er janvier 2019, date de prélèvement, de la mise en place du prélèvement à la source, en fait, chaque contribuable en fait, sera donc prélevé, donc soit par son employeur dans le cas des salariés, comme on l'a indiqué, soit dans le cas des indépendants, par le biais d'une mensualisation ou d'une trimestrialisation sur son compte personnel. Donc il sera prélevé d'un taux, ce taux étant
complètement personnel et un taux qui est propre à chaque foyer fiscal. J'ai un taux, vous avez un taux, chaque personne a un taux qui lui est propre en fonction de ses revenus de l'année N-2. Donc c'est cette base, c'est ce taux qui va servir de prélèvement. Donc c'est vrai que pour quelqu'un qui a toujours la même rémunération depuis des années, qui ne voit pas sa rémunération évoluer, on peut dire que son taux est contemporain, puisqu'on a toujours le même taux qui s'applique, puisqu'on a toujours les mêmes revenus. Par contre, on peut déjà se dire que quelqu'un qui a des revenus qui fluctuent, je pense notamment aux dirigeants d'entreprise, aux indépendants, c'est vrai que pour eux, les revenus évoluent d'une année sur l'autre. Donc pour eux déjà, l'objectif de la réforme qui était de dire on met une contemporanéité de l'impôt, on peut se poser la question, puisqu'on va appliquer un taux basé sur les revenus de l'année N-2. Donc là encore, ça peut faire sourire. Donc l'idée, vous allez avoir donc ce taux qui va s'appliquer à partir de l'année 2019, calculé sur la base des revenus de l'année 2017. À partir de là, vous aurez jusqu'au 30 septembre, si vous le désirez, il n'y a rien d'obligatoire, pour faire une option en matière de taux. Donc vous irez sur votre espace impôt.gouv, espace personnel, et en aucun cas, ça on le reprécisera souvent, en aucun cas auprès de votre employeur. Ce qu'il faut bien comprendre, ce n'est pas l'employeur qui va gérer. Alors, il va gérer la collecte, ça vous l'avez bien compris, mais c'est en aucun cas l'employeur qui va gérer l'organisation et le taux qui sera appliqué sur votre bulletin. On en reparlera juste après. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que sans démarche de la part du contribuable, c'est bien le taux dit personnalisé qui est propre à chaque foyer fiscal qui s'appliquera sur votre bulletin de salaire si vous êtes mensualisé, enfin si vous êtes salarié, ou sur votre compte personnel si vous êtes un indépendant par exemple, et vous aurez ce taux qui sera appliqué sur vos revenus. Donc calculé sur la base de la dernière déclaration, comme on l'a dit, et à tout moment, vous pourrez sur impôt.gouv faire vos options en matière de taux, et ces options sont facultatives. Alors, ces options, quelles sont-elles? Donc là, on a un petit slide récapitulatif, je me permets de le passer, et on y reviendra éventuellement, il n'apporte pas d'importance dans le déroulé de la présentation. Donc, ces options en matière de taux, en fait, il y en a deux. Il y a un taux neutre et un taux individuel. En fait, il faut bien comprendre la philosophie de l'administration. En fait, par rapport à ça, elle a bien senti que cette réforme allait introduire certaines problématiques dans les relations employeur-employé. Pourquoi? Parce que, vous savez, c'est le syndrome un peu de la caissière millionnaire ou milliardaire. L'idée, c'est quoi? C'est de dire, attendez, en tant qu'employeur, ça peut être un peu choquant, quelque part, ça peut se comprendre, de connaître le taux de prélèvement de ces contribuables, enfin de ces salariés contribuables. Donc l'idée, si en tant que contribuable, vous n'avez pas envie de communiquer pour plein de raisons votre taux de prélèvement à votre employeur, vous avez cette option qu'on indique d'opter pour un taux neutre que vous avez sur la gauche du support. Donc ce taux neutre, en fait, il va être calculé en fonction de votre rémunération et non pas en fonction de votre situation fiscale. Mais ça permet d'assurer une certaine neutralité, en fait, dans la communication que vous allez avoir avec votre employeur. Donc ça s'appliquera sur les salaires, sur les caisses de retraite, et pour les deux bases, par contre, ça aussi il faut le savoir, pour les nouveaux entrants. Donc pour les nouveaux entrants, ça peut se comprendre, parce que n'étant pas connus des services de l'administration, calculant un taux sur les revenus de l'année N-2, on ne connaît pas la situation d'un nouvel entrant, donc on appliquera par défaut le taux neutre. Deuxième choix que vous avez sur la droite, c'est d'opter pour un taux individualisé. Donc pas confondre personnalisé, individualisé. Quand je vous disais que l'administration n'a pas été très très fine dans sa communication, même nous des fois on s'y trompe. Donc on retient bien le taux personnel, c'est un taux qui est propre au foyer fiscal. Le taux individuel, c'est une option que vous pouvez faire, c'est pas obligatoire, au niveau du foyer fiscal. En fait, l'idée c'est quoi? C'est de répartir le taux de prélèvement entre les revenus du foyer fiscal. Donc, pour mieux comprendre, on a un petit exemple juste après, et je y reviendrai. Voilà. Alors, prenons cet exemple-là. Donc, Julien, 30 ans, qui est commercial dans une PME, il touche un salaire de 2000 € net par mois, et il a par ailleurs, il a cette chance-là d'avoir des revenus fonciers de 1500 € par mois. Donc, on voit qu'il a en revenus fonciers quasiment autant que son salaire, ce qui fait que dans son cas, il a 6241 € d'impôt, et son taux d'imposition, son taux personnel, est de 14,9. Donc en fait, il doit payer 520 € d'impôt par mois. Voilà sa situation. Donc de base, en fait, si il ne fait donc pas d'option, c'est donc son taux personnel qui sera prélevé par son employeur sur ses revenus salariés, donc un taux de 14,9, donc sur son salaire mensuel de 2000 € net
Donc on viendra lui prélever 298 €, son employeur lui retiendra 298 € tous les mois et l'employeur les reversera au Trésor public. Donc comme on l'a dit, ça peut peut-être gêner Julien de communiquer ce taux à son employeur. Son employeur n'a pas à savoir, à la limite, que Julien est un taux de 14,9, donc il peut opter, ce qu'on vous indique sur la droite, pour un taux neutre. Donc ce taux neutre correspond par rapport à sa situation à un taux de 9%, on y reviendra juste après. Donc il est prélevé sur son salaire, du coup, non plus de 14,9, vous l'avez compris, mais de 9, donc de 180 €. Donc, comme vous en doutez, c'est que ce taux neutre s'applique sur les salaires et ne s'applique pas sur les revenus fonciers, puisque l'employeur ne va pas gérer les revenus fonciers du contribuable. Donc notre Julien, il va devoir en fait régler la différence directement à l'administration, et sur son compte, il devra effectivement être prélevé de 118 €. Donc 180 € plus 118 €, on retrouve bien sur nos 298 € qui étaient prélevés. Donc on voit en fait que quelque part le système du taux neutre ajoute là encore certes une neutralité vis-à-vis de l'employeur, mais une dose de complexification et de complexité sur le système de collecte, puisqu'on va devoir faire juxtaposer deux systèmes, un système de prélèvement à la source par l'employeur et un système de prélèvement personnel en fonction des autres revenus que l'on a. Le tout pour avoir une meilleure confidentialité. Voilà pour l'exemple qui permet de comprendre. Je vais juste revenir avant sur justement ce taux neutre. Alors, moi, là, de base, quand j'ai lu le texte, je me suis dit, bon, le taux neutre, on est en France, ça doit être simple. L'objectif de la réforme, c'est faire de la simplification. Donc, je me dis, il doit peut-être y avoir 2 ou 3 tranches, 0, 14, 30, et ça sera simple. Donc, je vais vous présenter le taux neutre. Ne prenez pas peur, je ne sais pas si ça sera visible en webinar, mais voilà le taux neutre à la française. Donc on est en France, on aime bien la simplification et la complexité, donc ça peut faire sourire, mais effectivement, on est sur un système à 20 tranches. Donc je vous rassure, c'est bien les employeurs qui vont encore devoir gérer cette nouvelle dose de complexité et aller gérer en fonction du choix qui sera fait, le taux qui sera appliqué sur le bulletin de paye. Voilà, donc j'insiste pour dire en fait que ce taux n'est pas obligatoire, ce taux neutre, c'est bien une option qui doit être faite par le contribuable sur son espace impôt.gouv. Donc on va enchaîner la présentation. Je vais revenir aussi par un petit exemple sur le taux individualisé. Donc on rappelle, un taux personnel qui est appliqué faute d'option. En cas d'option, un taux neutre si vous voulez assurer une confidentialité, ou vous pouvez, uniquement pour les personnes qui sont au sein d'un foyer fiscal, marié ou pacsé, demander une option pour un taux individuel. L'idée, en fait, la philosophie qu'il y a derrière, c'est quoi? C'est simplement d'assurer une proportionnalité entre les revenus du foyer fiscal. On peut comprendre, là encore, chaque situation est différente, qu'une personne du foyer fiscal gagne sensiblement plus qu'une autre, et en fait d'avoir un taux du coup qui est proportionnel et qui sera appliqué sur les revenus qui sont propres à chacun. Donc un exemple pour comprendre, vous avez Antoine et Mathilde, 35 et 40 ans, couple marié, pourvu que ça dure, peut-être qu'après le prélèvement à la source ça ne durera pas, je ne sais pas, on verra. Tous deux sont salariés, ils déclarent respectivement 2 000 et 4 000 € de salaire par mois. Donc ils ont un taux personnel, donc un taux non individualisé, comme on l'avait indiqué, donc qui est propre au foyer fiscal, donc un taux de 11,3. Ça, c'est le taux qui s'appliquera donc sur les salaires de monsieur et de madame sans option. Donc en fait, pour Mathilde, elle sera prélevée de 452 € sur son salaire, et pour Antoine de 226 € sur le sien. Donc on peut comprendre, plein de raisons, que ça peut embêter Antoine d'être prélevé sur un taux de 11,3, alors que logiquement il gagne un petit peu moins que son épouse, donc il peut demander à être prélevé un peu moins. Donc s'ils font ce choix et cette option, une fois de plus en allant sur leur espace impôt.gouv, ils peuvent donc opter pour le taux individualisé, ce qu'on vous indique à droite en fait. Donc Antoine et Mathilde font ce choix, et à ce moment-là, l'employeur sera prévenu, on verra juste après comment, donc d'un taux différent. Donc l'employeur appliquera en fait un taux du coup de 13,5 pour Mathilde et un taux de 6,9 pour Antoine. Donc 540 pour elle, 138 pour lui.
Si on fait bien notre somme entre les deux, on retrouve bien exactement la même chose dans un système par rapport à l'autre. C'est simplement une arithmétique, on va faire une basique règle de 3 et une répartition entre les revenus du foyer fiscal. Alors justement, les modalités de déploiement du prélèvement à la source. Donc, comme vous l'avez compris, c'est donc pour la partie salarié-employeur, c'est bien l'employeur qui va organiser ça. Donc comme nous l'a dit notre ministre des Finances, M. Darmanin, finalement rien de compliqué, vous inquiétez pas, c'est qu'une ligne de plus sur le bulletin de paye. Donc c'est vrai que le bulletin de paye étant déjà assez souple en France, puis des fois des bulletins de paye qui font 2 pages, on va rajouter une ligne de plus et surtout une organisation d'une collecte. Donc on va encore faire supporter cette charge-là aux entreprises, on peut le regretter. Mais c'est comme ça. Donc cette organisation du prélèvement à la source, elle va se faire en fait par le biais de la DSN, des déclarations sociales nominatives qui sont envoyées tous les mois par les employeurs. Donc en fait, l'employeur va tout simplement retenir sur les salaires un taux, comme vous l'avez vu, qui sera appliqué sur la rémunération des collaborateurs de l'entreprise. J'indique aussi, je ne vais pas revenir sur les 20 tranches, mais on peut avoir un taux à 0, puisque si on n'est pas imposable, son taux de prélèvement à la source sera de 0. Et si vous êtes imposable, vous aurez un taux qui est appliqué par l'employeur. Alors l'idée c'est quoi? C'est aussi d'avoir une confidentialité, et là encore on a mis une charge supplémentaire pour les employeurs, puisqu'aujourd'hui le texte prévoit même des sanctions pénales malheureusement en cas de divulgation du taux de chaque contribuable, enfin de chaque salarié au sein de l'entreprise. Donc on attire l'attention sur nos clients, pour certains clients qui nous regardent aujourd'hui lors de ce webinaire. Et on vous demandera, par rapport à ça, d'être très vigilant, et on vous demandera surtout de nous faire signer un courrier de décharge pour tous les éléments de paye qui ne sont pas communiqués directement à l'employeur. Je prends le cas d'assistante de direction, de secrétaire, qui correspondent avec nous pour la gestion des bulletins de paye, puisqu'on doit s'assurer, nous, à notre niveau, cabinet d'expertise comptable, de la confidentialité dans la transmission des éléments de paye. Voilà, l'idée donc d'être tenu au secret professionnel, et j'indique aussi que c'est bien toujours l'administration qui reste vraiment l'interlocuteur unique du contribuable. Ce qui fait qu'il faut bien comprendre que ce n'est pas au collaborateur d'aller voir son employeur, et encore moins d'aller voir le cabinet d'expertise comptable pour toute demande de modification de taux. Même si le taux est complètement erroné. Imaginons une situation d'un contribuable qui n'est pas imposable et qui se retrouve par une erreur du système informatique avec un taux de 30% qui lui est appliqué. Entre guillemets, il peut toujours aller voir son employeur. L'employeur n'a absolument pas la main pour faire une demande de modification de taux. L'employeur ou même le collaborateur ne peut même pas nous demander à nous qui gérons les bulletins de paye, puisqu'on n'aura pas non plus la main pour organiser cette modification de taux. La seule possibilité qu'a le contribuable, c'est d'aller très rapidement sur son site, sur son espace impôts.gouv et faire une demande de modification de taux en espérant que sa demande soit traitée rapidement par les services de l'administration. Pourquoi ça? Parce qu'en fait, comme je vous l'ai indiqué juste avant, en fait, en tant qu'employeur et nous qui gérons les bulletins de paye, en fait, on organise le taux de collecte par le jeu de la DSN, donc de l'envoi et de la réception de DSN. Ce qui fait que ce taux, il est figé et en aucun cas on peut changer et intervenir sur le système de paye pour modifier ce taux. Donc là encore, être très vigilant sur le taux qui sera appliqué à partir de janvier 2019. Donc par rapport à ça, si vous voulez, on se propose, et l'administration invite les entreprises, à partir de cet été, du mois de septembre-octobre, de mettre en place ce qu'on appelle une phase de préfiguration sur les bulletins de paye. Donc ne vous inquiétez pas si à partir du mois de septembre-octobre, vous verrez une nouvelle ligne se rajouter sur votre bulletin de paye, purement informative, qui vous indiquera, dans le cadre de la réforme, à titre informatif, quel sera votre taux appelé, quel sera du coup votre net à payer avant la réforme, donc le vrai net que vous avez, et le net après imputé du prélèvement à la source. Donc on invite vraiment les employeurs à jouer le jeu par rapport à ça, parce que c'est pas obligatoire, mais je pense qu'il y a vraiment une phase de sensibilisation au sein de chaque entreprise pour sensibiliser les collaborateurs sur cet impact et d'éviter d'avoir, j'allais dire, trop de questions qui seront posées à partir du mois de janvier 2019. Donc l'idée, bien comprendre, en fait, c'est l'administration qui reste l'interlocuteur unique du contribuable.
Et en fait, on s'est permis de rajouter à la fin, moi je me suis posé une petite question, et qu'est-ce qui se passe si l'employeur ne reverse pas le prélèvement à la source? Alors ça peut paraître saugrenu, pourquoi il ne le reverserait pas? Donc, nous, en tant qu'experts comptables, on accompagne des entreprises qui, malheureusement, j'allais dire, déposent le bilan. Il y en a toutes les semaines au tribunal. Et je peux vous dire qu'on a des entreprises qui déposent le bilan. Malheureusement, elles ne payent pas l'URSSAF, elles ne payent pas la TVA. Donc peut-être que demain, elles ne paieront pas non plus le prélèvement à la source qui aura été collecté et prélevé sur les collaborateurs de l'entreprise. Donc heureusement, l'administration, ce qui n'était pas prévu initialement dans le texte, a dit qu'il y aura un système en fait d'organisation, d'un système en fait palliatif, où je pense à mon avis que ce sera les AGS qui prendront le relais. Vous savez que les salariés ont une garantie par rapport à ça. Maintenant, c'est de dire comment réellement ça va être mis en œuvre. Là, c'est grand point d'interrogation, parce qu'on n'a pas encore les décrets par rapport à ça. On espère qu'il n'y aura pas de souci, mais on peut aujourd'hui vraiment se poser la question, en cas de défaillance d'entreprise, comment l'État va s'assurer et comment le contribuable va être assuré qu'on ne lui demandera pas de payer deux fois, quelque part une fois au moment de la régule et une fois sur un montant qui lui aura été prélevé sur son bulletin de salaire. Voilà. Alors, un petit schéma récapitulatif pour bien comprendre en fait comment ça fonctionne. Donc, vous avez l'administration fiscale qui communique tous les mois par le jeu de la DSN le taux de prélèvement qui est appliqué, qui sera appliqué sur les bulletins de salaire. L'entreprise, à ce moment-là, collecte par le biais de la retenue à la source et reverse à l'administration fiscale. Elle envoie bien évidemment le bulletin de paye aux salariés. Lui-même déclare, comme je vous l'ai dit, puisqu'on ne change pas le système, au printemps de l'année suivante, sa déclaration de revenus, l'ensemble de ses revenus du foyer fiscal. Il fait état donc, de ses revenus et il paye le solde, le reliquat, puisque bien évidemment, vous l'avez compris, sur le jeu de la retenue à la source, sur les salaires, on applique une retenue à la source uniquement sur les salaires. Si vous avez d'autres revenus, reprenons l'exemple de tout à l'heure de notre Julien qui avait des revenus fonciers, il faudra bien liquider son impôt au titre de l'année suivante. Donc on insiste une fois de plus pour dire que ce n'est en aucun cas à l'employeur de modifier ou de répondre à une demande de modification de la part du collaborateur au sein de l'entreprise. Alors, ça je sais que vous l'attendiez, il y a peut-être des gens qui sont venus que pour ça sur ce webinaire, qui se sont inscrits que pour ça. C'est la fameuse année blanche. On entend beaucoup parler dans la presse, à la radio. Alors est-ce que vraiment on va avoir une année blanche? Donc je le précise, nous en cabinet ça va être une année noire. Pour les experts comptables, ça c'est très clair. Alors cette année blanche, pour bien comprendre comment ça fonctionne. Alors est-ce qu'elle va être blanche ou est-ce qu'elle va être grise? Ça va être un peu les deux, ça va dépendre de la nature de vos revenus et la catégorie des revenus. Donc comme vous le voyez déjà sur ce slide qui présente bien les choses, en fait pour catégoriser si les revenus de l'année 2018 ne seront pas imposables et taxables entre guillemets, il va falloir regarder en fait quelle catégorie de revenus vous avez. Donc on a sur la droite du diapo une catégorie de revenus qui s'appelle les dividendes ou les plus-values. Donc pour cette catégorie de revenus, en fait, l'administration qui fait les questions et les réponses nous a dit que ces revenus-là seront d'office toujours des revenus exceptionnels, donc des revenus taxables en 2018. Alors on peut se poser la question, parce qu'une personne qui toucherait depuis des années des dividendes de manière régulière, comme une forme de rémunération, on pourrait se dire pourquoi considérer ces revenus comme exceptionnels? Que nenni, c'est comme ça. Peu importe le montant, que vous touchiez 100 euros, 1000 euros ou 100 000 euros de dividendes en 2018, ces dividendes seront systématiquement taxables et seront à déclarer. On a le même cas avec les plus-values, ce qui, là, quelque part, me choque un peu moins, parce qu'on peut comprendre qu'une plus-value, par principe, n'est pas un revenu régulier et récurrent. Donc par contre, pour toutes les autres catégories de revenus que vous avez sur la gauche du support, il va falloir regarder la situation, savoir est-ce qu'on est sur un revenu exceptionnel ou sur un revenu courant. Parce qu'en fait, ce qu'il faut bien comprendre dans le schéma, en fait, c'est qu'on applique un taux de prélèvement à la source sur les revenus de l'année 2019. Donc c'est vrai qu'on n'aurait pas pu, et ça peut tout à fait se comprendre, demander aux contribuables en 2019 de payer quelque part par le jeu du prélèvement à la source tous les mois, imputer le prélèvement à la source sur le revenu, et en plus de liquider à l'automne l'impôt sur le revenu de l'année précédente. Donc, dans le texte initial, ils y avaient peut-être pensé, mais finalement ils ont dit non, on ne va pas demander ça. Mais pour autant, ça crée quelque part un trou d'air, un trou noir peut-être au niveau de l'administration,
Et du coup, l'administration s'est dit, mais attendez, si on ne taxe pas, si on n'impose pas, si on ne déclare pas les revenus de l'année 2018, vous doutez bien qu'il y a toute une catégorie de personnes qui vont en profiter et prendre de très grosses primes, prendre de très gros dividendes, vendre leur boîte, etc., etc. Donc c'est pour ça que l'administration a mis en place ce système, en fait, assez ingénieux, hein, faut le reconnaître. Comme je dis souvent, en France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Là, ils ont vraiment phosphoré à Bercy, puisque le système, en fait, est le suivant. On va bien faire une déclaration d'impôt au printemps 2019 sur les revenus de l'année 2018, mais il va falloir, sous sa propre responsabilité, en tant que contribuable, catégoriser les revenus. Donc, comme on l'indique, il y a des revenus qui seront d'office considérés comme des revenus exceptionnels, l'exemple des dividendes, et d'autres qui seront, selon la nature des revenus et le montant ou l'origine du revenu, considérés comme exceptionnels. Et en fait, l'administration va vous octroyer, on va prendre un exemple juste après, un crédit d'impôt qui va venir en fait annuler tout simplement la perception des revenus et la taxation des revenus correspondant à l'année 2018. Mais uniquement, c'est ce qu'on indique, des revenus courants et en aucun cas des revenus exceptionnels. Donc dit autrement, oui, c'est une année blanche, sauf si vous avez des revenus exceptionnels, et ces revenus exceptionnels seront taxables au titre de l'année 2018, liquidés en 2019. On aura toujours le système de décalage d'une année. Donc on va rentrer un peu dans le détail de voir c'est quoi ces revenus exceptionnels. Donc voilà, là on reprend une petite slide où on vous explique le fonctionnement. Je vais passer assez vite. L'idée c'est de comprendre qu'est-ce qu'un revenu exceptionnel, notamment dans la rubrique traitement et salaire. Alors quand on regarde un petit peu qu'est-ce qu'un revenu exceptionnel, en fait l'administration vous précise, alors ça c'est les charmes de l'administration française, c'est qu'on explique qu'un revenu exceptionnel c'est un revenu qui par nature n'est pas susceptible d'être recueilli annuellement. Donc là encore ça fait sourire. Par rapport à ça, l'administration en fait nous rajoute une liste plus ou moins exhaustive de revenus où là pour le coup on n'aura pas le choix, ce seront d'office des revenus qui seront considérés par l'administration comme des revenus exceptionnels. Donc on a typiquement les indemnités versées à l'occasion d'une rupture de contrat de travail. Donc ces revenus-là seront toujours à déclarer, seront toujours imposables au titre de l'année 2018. Alors on précise, sauf les indemnités de fin de CDD, enfin fin de contrat, fin de CDD, ou de congés payés, parce que pour le coup ce sont des accessoires au salaire du contribuable. On a également les indemnités de clientèle, les primes de mobilité géographique, les prestations de retraite servies sous forme de capital, tout ce qui est lié à l'épargne salariale, donc on pense par exemple à la participation et à l'intéressement, bien évidemment, si elles ne sont pas réalisées à un plan d'épargne salariale type PERCO, puisque le principe de cette épargne salariale, c'est de défiscaliser les sommes issues notamment de l'intéressement. Donc si vous versez votre intéressement dans l'épargne salariale, non, ça ne sera pas considéré comme un revenu exceptionnel. Et on va faire, vous allez voir juste après, considérer aussi une catégorie de revenus, toujours dans la rubrique des traitements et salaires, ce qu'on appelle les gratifications surérogatoires. Alors, m'en voulez pas, hein, c'est pas moi qui ai inventé le terme, j'aurais évité. Vraiment, j'ai pris la définition prise dans le décret d'application et c'est issu du site impôt.gouv. Donc on parle en fait de gratification surérogatoire. Alors vous savez, j'ai arrêté mes études assez tôt, donc moi surérogatoire, je ne sais pas bien ce que ça veut dire. Donc je me suis permis avec mon fils d'aller prendre le Larousse, ça lui a permis d'ouvrir le dictionnaire. Voilà, on est allé chercher surérogatoire, qu'est-ce que ça veut dire? Donc on nous précise, en fait, c'est quelque chose qui s'ajoute à quelque chose sans nécessité, quelque chose de superflu ou de superfétatoire. Voilà. Ce sera pour la petite touche de lexique de la langue française. En tous les cas, ça ne nous avance pas trop dans notre système et on n'y comprend absolument pas grand-chose. Nous, ce qu'on essaie de préciser, c'est ce qu'on vous indique, en fait, ce qu'il faut comprendre, ce sera toutes les gratifications, toutes les primes, en fait, qui n'ont aucun rapport avec l'activité et la performance au sein de l'entreprise. Donc, en fait, ce sont toutes les primes discrétionnaires qui seront versées par l'employeur. Mais on peut se poser plein de questions, hein, et aujourd'hui, on a, par rapport à ça, pas toutes les réponses. D'ailleurs, je ne voulais peut-être pas signaler, mais vous pourrez poser vos questions tout au long du support, et on y répondra à la fin bien volontiers. Donc l'idée, en fait, ce sera d'aller catégoriser au sein de votre déclaration, est-ce que vous avez des primes exceptionnelles ou pas. Donc il faut prendre aussi des exemples. En fait, l'idée, c'est de comprendre qu'une prime n'est pas exceptionnelle dans son montant, mais dans sa nature. Donc, prenons un exemple tout simple. Nous avons un commercial, par exemple. Je prends l'exemple de tout à l'heure de Julien, qui est commercial, qui touche une prime, mais une prime qui est prévue dans son contrat de travail en fonction d'objectifs. Donc une prime, prenons l'exemple de 10 000 €
car il a atteint ses objectifs. Cette prime ne sera pas considérée comme exceptionnelle puisque c'est par nature une prime qui fait partie de son contrat de travail. Maintenant, admettons que son employeur soit très satisfait de son activité et du montant de sa prime, mais finalement ne lui donne pas 10 000, mais lui donne 15 000, donc 5 000 de bonus supplémentaires, complètement discrétionnaires, qui n'étaient pas prévus dans le contrat. Et à ce moment-là, effectivement, les 5 000 qui dépassent sont considérés comme un revenu exceptionnel. Mais ça va bien être au contribuable, c'est ce qu'on précise à la fin, sous sa responsabilité en fait, de déclarer et de qualifier la somme auprès de l'administration. Là encore, et on peut s'en réjouir, ce n'est pas à l'employeur d'aller catégoriser et d'aller dire quelle est la part exceptionnelle dans une prime qui est versée. Mais c'est vrai que les questions sont importantes et il y a plein de cas qui peuvent se poser. Et aujourd'hui, on peut vraiment regretter le manque de clarification de l'administration sur ces aspects-là. Donc l'administration se décharge en disant si vous avez un doute, vous avez qu'à nous envoyer une demande, ce qu'on appelle une demande de rescrit, posez votre question et on vous répondra dans 3 mois, si on a envie de vous répondre, sur une interrogation qui pourrait se poser. Mais c'est bien à l'employeur d'aller poser la question au titre d'une prime qui serait perçue par le contribuable. Donc je me suis permis aussi de rajouter dans le support, est-ce qu'on pourra avoir un droit à l'erreur? Parce que vous, vous doutez bien que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont se tromper volontairement ou involontairement sur le caractère exceptionnel de leur prime ou pas. Mais quand on voit aussi l'explication de texte donnée par l'administration, on peut se poser la question, on peut être quasiment obligé de se tromper. Enfin, c'est d'une clarté vraiment innommable. Alors, prenons un exemple par rapport à cette année blanche pour bien comprendre le fonctionnement. Je pense que ça permet de bien poser les bases d'application. Donc nous avons un contribuable, en fait, qui, au titre de l'année 2018, donc, déclare des revenus, des salaires non exceptionnels pour un montant de 40 000. Admettons qu'il a une prime de mobilité de 4 500 €. Donc on l'a vu juste avant, la prime de mobilité étant par nature toujours considérée comme un revenu exceptionnel, donc taxable. Et ce contribuable a réalisé des dons au titre de 2018 pour 450 €. Donc, en reprenant le calcul, on voit que son impôt sur le revenu sera de 6 365 € avant imputation des dons. Vous savez que les dons sont déductibles à hauteur de 2/3, donc une déduction de 300 € des dons. Donc un impôt net, égal à 6 065 €, 6 365 moins 300 € impôt de dons. Donc le crédit d'impôt modernisation, notre fameux CIMR, en fait, il sera égal à 5 721 €. Finalement, qu'est-ce que l'on fait? On fait une bonne application de la règle de 3, puisqu'on va regarder quels sont ses revenus globaux, 44 500, 40 000 de salaire plus la prime de mobilité 4 500, que l'on va comparer par rapport aux revenus courants, 40 000 de salaire. Donc le montant net à payer au final sera bien de 6 365 montant théorique, moins 5 721 € qui est finalement le crédit d'impôt que va restituer l'administration, moins les 300 € de réduction d'impôt liés aux dons. Donc au final, le contribuable ne paiera que 344 €, qui est ni plus ni moins que la quote-part d'impôt liée à ses revenus exceptionnels. Donc là, vous avez compris, on a pris le cas d'une prime de mobilité. On aurait pris le cas d'un dividende, on aurait payé exactement la même somme, 344 € par rapport à des dividendes perçus en 2018. Je vous rappelle, les dividendes étant toujours considérés comme des revenus taxables, des revenus exceptionnels au titre de 2018. Alors, je précise aussi, c'est de dire, bon, finalement, personnellement, on a des clients qui nous ont interrogés là-dessus, qui nous ont dit, on va vraiment éviter de percevoir des revenus exceptionnels, puisque si j'ai des revenus exceptionnels, ils seront taxables en 2018, enfin, payables en 2019, mais taxables au titre de l'année 2018. J'ai envie de dire, ça se réfléchit, parce que si on regarde bien, dans notre exemple, typiquement, on constate qu'en fait, le revenu exceptionnel, il est imposé à un taux moyen. On va faire une proportionnalité dans le système, donc on taxera que 644 € dans notre exemple, et non sur un taux marginal tel que l'on a l'habitude de déclarer et d'être imposé dans un système traditionnel. Donc ce qui est juste quelque part assez hallucinant dans cette réforme, puisque aujourd'hui, comme vous le savez, quand vous touchez quelque part un revenu exceptionnel, avant la réforme, on taxe les revenus dans la tranche marginale d'imposition dans laquelle on se trouve. Donc, vous savez qu'il y a plusieurs tranches d'imposition, allant de 0 jusqu'à 45%. Et dans un exemple tel qu'on le met ici, sans réforme, notre contribuable, sa prime de mobilité, elle aurait été taxée dans une tranche marginale à 30. Donc il aurait versé 1 350 € d'impôt.
par le biais de cette réforme du prélèvement à la source, alors je ne sais pas si c'est un cadeau de l'administration, mais moi je le prends en tant que tel comme un cadeau, vraiment, on ne paye que 644 €. Donc ne pas prendre des revenus exceptionnels en 2018, franchement ça se discute, parce que quand on voit une réforme comme ça, il faut vraiment se poser la question par rapport à ça. Et je pense que là, il y a vraiment un effet d'aubaine à avoir. Quitte à avoir des revenus exceptionnels, je préfère les prendre en 2018 plutôt qu'en 2019. Parce qu'en 2019, on repart sur un système traditionnel tel qu'on l'a toujours connu, avec un système déclaratif, avec les tranches d'imposition telles qu'on les connaît. Et c'est vrai qu'en 2018, il y a une vraie, quelque part, niche qui se présente par rapport à cette notion de proportionnalité d'imposition, chose qu'on n'avait jamais vue jusque-là. Ce qu'on constate aussi dans notre exemple, c'est que, bien évidemment, les réductions et les crédits d'impôt sont sauvegardés. Donc là, vous l'avez compris, on impute la réduction d'impôt, dans l'exemple développé, sur des dons qui s'imputent sur des revenus exceptionnels. Mais si vous n'avez pas de revenus exceptionnels, ce qui est sûr, c'est que les réductions d'impôt et crédits d'impôt seront sauvegardés, maintenus et restitués aux contribuables. Très bien, donc maintenant je vous propose de faire un focus sur certains revenus catégoriels. Et donc c'est là où il va falloir commencer à sortir la dose de Doliprane. Alors, on va regarder justement les revenus des indépendants et des dirigeants. Parce que comme vous en doutez, en fait, pour les indépendants et les dirigeants, c'est relativement compliqué de qualifier qu'est-ce qui est un revenu courant et qu'est-ce qui est un revenu exceptionnel. Puisque par principe, un indépendant ou un dirigeant de société peut piloter ses revenus. Donc en fait, ce dispositif spécifique qu'a mis en place l'administration ne vise donc les indépendants classiques, commerçants, artisans, professions libérales, mais également les dirigeants de société, ou du moins toutes les personnes qui contrôlent la société dans laquelle ils sont rémunérés. On vous parle d'un seuil de contrôle jusqu'à 33,33%. Donc, sur cette catégorie de revenus, en fait, l'administration a mis en place, alors accrochez-vous bien sur le descriptif de l'explication, donc je vous lis tel quel, sorti du site des impôts, l'impôt sur la fraction des revenus des dirigeants et des indépendants de 2018 qui excéderait ceux perçus les 3 années précédentes ne sera pas affecté, sauf si la rémunération de 2019 dépasse finalement celle perçue en 2018. Donc si vous m'avez compris, c'est que je me suis mal expliqué, parce que c'est à relire 3 à 4 fois, on n'y comprend rien. Le meilleur moyen de comprendre, c'est de passer sur un exemple et de vous expliquer concrètement comment ça va se mettre en place pour des indépendants. Donc, prenons l'exemple illustré au sein de cette slide, où on voit qu'on a un contribuable célibataire, peu importe, qui déclare un bénéfice. On n'a pas le cas d'un bénéfice pour un indépendant, on aurait un dirigeant de société, on aurait parlé de sa rémunération, mais ça aurait été exactement la même chose. Donc on a 2015-2016 à 30 000 € de revenus, puis 2017 35 000, et enfin 40 000 en 2018. Donc, comme on l'indiquait, en fait, on va regarder les revenus de l'année 2018, donc de 40 000, et les comparer par rapport aux 3 années précédentes. Donc, et regarder quel est le montant le plus important des 3 dernières, donc dans notre exemple, 2017, 35 000. Donc finalement, la part imposable des revenus de 2018 sera de 5 000 €, en fait, qui correspond au montant en 2018 qui dépasse le montant le plus important des 3 dernières années. Donc en faisant notre détail de calcul, on s'aperçoit qu'on a un montant à déclarer de 40 000 €, mais une part en fait soumise au crédit d'impôt modernisation basée sur 35 000. Donc une restitution au travers du crédit d'impôt CIMR de 5 556. Donc au final, un montant net à payer pour le contribuable dans notre exemple de 794 €. 6 350 de théorique, moins le jeu du crédit d'impôt 5 556, au final, notre contribuable ne paiera que 794 €, qui correspond, bon an, mal an, à l'impôt sur le revenu dû sur les revenus exceptionnels de 2018 de 5 000 €. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce qui se passe par la suite? Parce que le principe même d'un indépendant, c'est de voir ses revenus fluctuer. Donc, prenons l'exemple, si en 2019, son bénéfice ou sa rémunération en fait diminue et passe à 35 000, on s'aperçoit que malheureusement, dans ce cas-là, le contribuable ne bénéficie pas d'un CIMR complémentaire en 2020. Donc pour lui, sa situation sera figée en l'état, il aura payé 794 € d'impôt sur le revenu sur ses revenus exceptionnels de 2018. Maintenant, prenons l'exemple de 2019 où son bénéfice s'élève à 38 000 €. Donc moins que 2018, mais légèrement supérieur à celui de 2017. Donc à ce moment-là, l'administration qui a tout prévu et qui a pensé à tout,
va vous dire, en fait, on va donner, et par un jeu un peu magique, réintercaler l'année 2019 entre 2018 et 2017, aussi paradoxal que cela puisse paraître, mais c'est comme ça, et en fait, on va restituer un complément de restitution d'impôt, de crédit d'impôt, de 476 €. En fait, on refait le calcul comme si 2019 était intercalé sur 2018, donc un ratio 38 000 sur 40 000 par rapport à 35 000 sur 40 000, comme on l'avait l'année précédente. Donc, un restitution complémentaire, dans notre cas, de 476 €. Donc au final, au titre de l'année 2018, dans cet exemple, notre contribuable n'aura payé que la différence 794 moins 476. Poursuivons, si en 2019 son bénéfice continue de progresser ou sa rémunération continue de progresser, 45 000 dans notre exemple, il bénéficiera à ce moment-là en 2020 d'un crédit d'impôt que je me suis permis d'appeler balai, qui va régulariser complètement sa situation et lui restituer les 794 € qu'il a pu payer en 2019 sur l'année 2018. Voilà, donc on voit que dans cet exemple, quelque part, ce qui est assez intéressant pour les indépendants, c'est que plus on va augmenter les revenus des 3 dernières années, 2015-2016 étant déjà figés quelque part, si vous augmentez vos revenus de l'année 2017, ça vous permet d'avoir un droit de tirage sur l'année 2018 et de percevoir la même somme en 2018 et ne pas payer d'impôt sur la somme qui est prélevée. On peut imaginer par exemple comme ça de couper une prime en deux et de la scinder à la fois sur 2017 et 2018 et d'annuler, si tant est que le revenu global de 2018 ne dépasse pas celui des 3 dernières années, atténuer l'effet fiscal de cette prime exceptionnelle perçue en 2017 et en partie en 2018. Alors, maintenant, on va passer sur une autre catégorie, un revenu catégoriel assez épineux, comme on l'indique, sur les revenus fonciers. Parce que là encore, la crainte de l'administration, c'est de dire, sur les revenus fonciers, c'est des revenus qui peuvent être pilotables par le contribuable au travers de certaines dépenses. Donc l'administration va être assez vigilante et a mis encore, là aussi, en place un système un peu compliqué, on va voir, même relativement compliqué, sur la détermination des revenus catégoriels, et notamment par rapport aux travaux. L'idée, ce que va vouloir regarder l'administration, et je pense qu'elle va mettre en place des compléments de cases dans sa déclaration, dans les déclarations des revenus fonciers l'année prochaine, puisqu'il va falloir scinder en fait sur les recettes exceptionnelles, quelles sont les recettes, on va dire dites courantes, des rattrapages. Alors on prend l'exemple par exemple d'une indemnité de pas de porte ou d'un rattrapage de recettes foncières, que là on comprendra aisément qu'il s'agit en fait d'un revenu exceptionnel, puisqu'il s'agit d'un revenu par nature important ou qui se rattache à une année qui n'est pas l'année 2018. Donc ça c'est assez simple à comprendre. Par contre, pour le cas des charges pilotables, il va falloir rentrer dans le détail, et il y a entre guillemets un type de dépenses que l'administration va faire la chasse, c'est les dépenses de réparation et d'entretien qui, elles, sont déductibles. Alors, rentrons dans le détail. L'idée, c'est quoi? C'est que les charges pilotables, rattachées à l'exercice 2018, en fait, sont déduites du revenu de foncier 2018. Jusque-là, pas de souci. En sens inverse, les charges pilotables, mais liées aux travaux de l'exercice 2019, celles-là, ne seront déduites des revenus fonciers de l'année 2019 qu'à hauteur de la moyenne du montant des dépenses en 2018 et 2019. C'est ça qui est assez particulier, c'est cette nouveauté qui est introduite par cette réforme, c'est de dire, pour vous éviter d'optimiser quelque part, en 2018, vous déduirez, et en 2019, on vous donne un complément de déduction à hauteur de 50% des dépenses que vous avez faites sur les 2 années. Mais on va y revenir par un exemple qui permet de mieux comprendre la situation. Donc, prenons l'exemple décrit dans cette slide. Un contribuable reçoit les recettes foncières suivantes. 2018, 16 000 €, 2019, 24 000 €. Il réalise des dépenses de travaux pour 10 000 € en 2018. Donc on voit que son revenu fiscal, son revenu foncier, pour cette année 2018, lui permettra de déduire l'intégralité des 10 000 € qu'il a pu engager sur l'année 2018, comme aujourd'hui, j'allais dire on ne change rien, donc il réalisera un revenu foncier de 6 000. Mais, comme je vous l'ai indiqué précédemment, en fait, ces 6 000 €, si vous voulez, ne seront pas imposés par le jeu du crédit d'impôt, puisque ce sera des revenus courants. L'administration, si tant est que vous avez des revenus fonciers chaque année, assimilera ces revenus fonciers à des revenus courants. Donc, vous les déclarez, mais par le jeu du crédit d'impôt, vous aurez une restitution, une annulation de l'imposition correspondante à ces revenus. Donc, quelque part, on a une vraie perte de l'intérêt d'engager des travaux, puisque vous déduisez les dépenses, mais les revenus qui en ressortent ne sont pas imposés. Donc, que vous fassiez des dépenses en 2018 ou pas, de toute façon, ces dépenses ne sont pas prises en compte pour le calcul de l'année blanche ou de l'année grise.
Donc en fait, une fois qu'on s'est aperçu de ça, on se dit ça ne sert à rien de faire des travaux en 2018, reportons tous les travaux en 2019, et c'est pour ça, comme je vous l'indiquais, que l'administration a prévu une espèce de garde-fou en disant oui, mais en 2019, vous pourrez déduire que la moyenne des travaux réalisés sur les 2 années. L'idée étant de ne pas pénaliser un secteur de l'économie qui s'appelle le bâtiment, parce que vous, vous doutez bien que si toutes les personnes se font la même réflexion, plus personne ne réalisera de travaux en 2018, donc on aura un certain souci vis-à-vis de ce corps professionnel. Donc c'est pour ça que l'administration a mis en place ce système qu'on vous décrit toujours par un autre exemple complémentaire. Donc, dans cette slide, on voit que M. X engage 20 000 euros de travaux en 2018, puis 30 000 en 2019. Donc là, il étale, entre guillemets, sa charge de travaux sur les 2 années. Donc en 2019, il pourra déduire 50% des 20 000 engagés en 2018, puis 50% des 30 000 engagés en 2019. Au final, il aura fait 50 000 euros de travaux, mais il aura pu, quelque part, en déduire que 25 000 répartis sur les 2 années. S'il attend 2020, c'est ce que je me suis permis de préciser, il pourra déduire la totalité, les 50 000. Mais faut-il pouvoir attendre jusqu'en 2020 ? Continuons pour la compréhension. Donc, sur un deuxième exemple, M. X souhaite réaliser des travaux pour 40 000 au global. Il a la possibilité, quelque part, de les étaler sur les 2 années entre 2018 et 2019. En fait, s'il concentre ses dépenses de travaux en 2018, il bénéficiera d'une déduction fiscale sur les revenus fonciers de 40 000, s'il fait la totalité de ses dépenses en 2018. Mais comme je vous l'ai indiqué, ces dépenses, de toute façon, seront déductibles, mais le revenu ne sera pas imposable, annulé et couvert par le CIMR. Donc, finalement, il pourra déduire 50% en 2019, 50% de 40 000, il pourra déduire 20 000 euros, même s'il n'a fait aucune dépense en 2019, aussi paradoxal que cela puisse paraître. C'est comme ça, c'est le système. Il y a un effet un peu incitatif de dire ne reportez pas vos travaux en 2019, si vous les réalisez en 2018, on vous donne un complément de 50% des travaux sur l'année 2019. Si par contre, deuxième cas, il choisit d'étaler sur les dépenses, on revient à l'exemple d'avant, entre 2018 et 2019, il pourra déduire 50% des dépenses sur les 2 années, et donc sur un montant de 20 000 euros sur l'année 2019, 50% de 40 000 au global, le total des 2 années. Enfin, pour comprendre, finir l'exemple, s'il reporte l'intégralité des dépenses sur 2019, il bénéficiera alors d'aucune déduction fiscale en 2018, ce qui est normal, il n'a rien dépensé en 2018, pas de souci. Et en 2019, c'est l'inverse du premier exemple, il ne pourra déduire que 50% des 40 000, donc 20 000. Donc en fait, on voit au final, peu importe pour l'administration que vous fassiez vos travaux en 2018, en 2019, ou un peu sur les deux, ou étalé sur les deux, au final, vous ne déduirez que 50% des dépenses réalisées sur les 2 années. Et là encore, je me permets de rajouter, si vous avez la possibilité d'attendre jusqu'en 2020, vous pourrez déduire les 40 000 euros. Alors, par rapport à ça, il y a un élément de réflexion à avoir, et quelque part peut-être d'optimisation, en tous les cas il y a une stratégie, je pense qu'il faut réfléchir dès à présent, puisque si réellement vous engagez des travaux un peu importants qui nécessitent qui engendrent un déficit foncier supérieur à 10 700 euros, là il y a une vraie stratégie à mettre en place qui est en fait de charger l'année de 2018. Pourquoi ? Parce qu'en fait les déficits fonciers, sans faire un cours de fiscalité approfondi, on n'aurait pas le temps, on n'est pas là pour ça, mais vous savez que jusqu'à 10 700 euros, ces déficits fonciers en fait s'imputent sur vos autres revenus. Mais comme on l'a indiqué, pour 2018, de toute façon, les déficits fonciers générés jusqu'à 10 700 euros s'imputent sur les autres revenus, mais ces revenus ne sont pas imposables. Donc si vous n'avez que des revenus courants, cette imputation et ce déficit foncier, quelque part, sera perdu dans la limite de 10 700. Si par contre vous avez des revenus fonciers un peu plus importants, des travaux qui vous génèrent un déficit foncier un peu plus important, supérieur à 10 700 euros, alors à ce moment-là, je vais vous dire, charger quelque part ce que vous pouvez passer sur 2018, parce que l'excédent qui dépasse 10 700 euros, vous pouvez le reporter en fait pendant une période de 10 ans, donc quelque part vous ne serez pas pénalisé par l'effet de la moyennisation sur les 2 années 2018-2019. Donc c'est ce qu'on vous indique, dans ce cas, privilégiez d'engager le plus gros de vos dépenses sur 2018 et générer le déficit foncier le plus important sur l'année 2018, et vous pourrez optimiser comme ça votre déficit foncier et vos revenus. Donc, en fait, sur cette slide, on récapitule un petit peu, parce que souvent on nous dit oui, mais est-ce que tous les travaux sont concernés par cette déduction de 50%, quelque part de cette moyenne sur les 2 années ? Alors,
Non, heureusement, j'allais dire, là encore l'administration a prévu des cas. Alors, ce qui peut se comprendre, notamment sur ce qu'on indique, les travaux d'urgence. Vous doutez bien que si vous avez eu un dégât des eaux, vos travaux sont rendus obligatoires de par la situation locative sur le logement. Bon, et effectivement, dans ce cas-là, on ne prendra pas la moyenne des travaux que vous avez faits, on déduira bien la totalité des travaux que vous avez pu faire en 2019 par exemple ou en 2018. Même cas pour un immeuble acquis en 2019. Si vous êtes nouveau, entre guillemets, d'un point de vue de vos revenus, si vous avez de nouveaux revenus fonciers, c'est vous achetez un immeuble, vous devez engager des travaux avant de le mettre en location. N'ayant pas eu de revenus fonciers les années précédentes en 2018, bien évidemment, on ne peut pas prendre la moyenne. Donc dans ce cas, l'intégralité des travaux que vous pourrez réaliser en 2019 seront déductibles. Et enfin, les travaux réalisés dans des immeubles inscrits, classés patrimoine monument historique, pour des raisons, j'allais dire, un peu politiques, budgétaires, seront là aussi déductibles. Ce qui est également le cas, je ne l'ai pas précisé, mais c'est indiqué dans la première partie de la slide, sur les travaux quelque part imposés d'office par le syndic de copropriété. En fait, ce que souhaite l'administration, c'est faire la chasse aux travaux dits pilotables, ceux pour lesquels le contribuable peut choisir de les placer en 2018 ou en 2019. En fait. Voilà pour les revenus fonciers. Alors là, aussi un point de vigilance qu'il faut avoir sur cette réforme du prélèvement à la source, notamment par rapport à l'année 2018, c'est en fait le sort de toutes les charges déductibles du revenu global. Donc comme vous le savez, ça c'est le charme du système français, en fait on a des revenus imposables à déclarer, mais on a également des charges qui viennent en moins de la déclaration de ces revenus. Ces charges, ce sont quoi? C'est un peu ce qu'on vous indique sur ce diaporama. Ce sont par exemple la CSG, la CSG qui est déductible, la CSG de l'année d'avant qui se déduit l'année suivante. Donc ça, on n'a pas réellement la main mise sur cette CSG, on l'a subie. Par contre, on a toute une série d'autres catégories de charges sur lesquelles on peut jouer quelque part pour diminuer la facture fiscale. Donc on pense au déficit foncier qu'on vient d'expliquer jusqu'à maintenant, aux monuments historiques, je ne veux pas faire trop compliqué, c'est un régime d'optimisation fiscale et de défiscalisation. On a des déficits professionnels, on a surtout, je regarde les 3 derniers là sur la droite de votre document, les pensions alimentaires versées et surtout les cotisations versées au sein d'un PERP ou les rachats de trimestres. Donc, comme on vous l'a dit, en fait, les revenus de l'année 2018, pour peu que vous ayez des revenus courants et non exceptionnels, ces revenus, vous allez les déclarer, mais ils ne seront pas imposables. Donc, pas ricochet pour votre retraite, ce qui est plutôt une bonne idée, ça se regarde encore, puisqu'on a un intérêt fiscal à le faire, j'ai envie de vous dire, faites-le, mais faites-le en 2019. C'est absolument aucun intérêt de le faire en 2018, puisque vos revenus, si vous avez que des revenus courants, ces rachats de trimestre ne seront déductibles de rien, donc la carotte fiscale sera complètement perdue. Donc rachat de trimestre, versement sur un PERP, c'est à peu près pareil. On va développer un petit peu pour les PERP après, parce que c'est un régime, là encore, assez complexe qui a été mis en place par le législateur. Donc point de vigilance sur ces revenus, sur ces charges déductibles. Je me permets de préciser quand même, alors elles restent déductibles, mais sur des revenus qui potentiellement ne sont pas imposés, si vous avez des revenus courants. Maintenant, si vous savez que vous avez des revenus exceptionnels, qui eux seront imposables, vous l'avez compris, et taxables, dans un taux moyen proportionnel et non pas dans un taux marginal tel que l'on a l'habitude, il y a quand même potentiellement un intérêt à réaliser un versement et une charge déductible qui viendra compenser ces revenus exceptionnels. Donc là encore, il y a une réflexion à avoir, une stratégie à mettre en place d'anticipation pour ne pas être pris au dépourvu au dernier moment en 2019. Donc, on vous prend un petit focus sur les PERP, parce qu'au niveau des PERP, pour bien comprendre le fonctionnement, un contribuable qui ne dispose pas de revenus exceptionnels, qui déclare des revenus donc ordinaires de 100 000 €, je ne vais pas refaire tout le détail du calcul, on voit qu'il a donc un impôt au titre de 2018 net à payer de 0, puisque ce sont des revenus ordinaires. C'est un contribuable qui déclare, il a la chance de déclarer 100 000 €, il n'aura pas d'impôt au titre de l'année 2018, puisque le crédit d'impôt CIMR annulera cette imposition. Par contre, s'il fait un versement dans son PERP, donc par exemple de 10 000 €, donc dans son plan d'épargne retraite, on voit que l'impact du versement est complètement nul, puisque la charge est déductible, mais sur un revenu qui n'est pas imposable.
c'est ce que je vous ai expliqué. Donc à l'arrivée, dans les deux situations, on a une imposition à 0. Maintenant, prenons l'exemple de droite, où vous avez toujours la même situation, 100 000 euros de revenus courants, mais 20 000 euros de revenus exceptionnels. Donc dans ce cas, on va pas pareil refaire tout le détail, on voit qu'on a un impôt à payer de 4 098 euros par le jeu de l'imposition sur les revenus exceptionnels, et on voit que le fait de verser dans un PERP, donc 10 000 euros, va quelque part se compenser sur les revenus exceptionnels. Donc au final, le contribuable ne devra verser au titre de ces revenus exceptionnels que, j'ai envie de dire, 3 598 euros. Et là encore, je précise, c'est que normalement, dans une situation traditionnelle, les 20 000 euros, pour notre exemple, auraient été taxés certainement dans une tranche au moins à 30, si ce n'est peut-être à 40%, c'est-à-dire même s'il y a des revenus exceptionnels, ils seront moins taxés en 2018, c'est pour ça qu'on parle d'année grise, entre guillemets. Donc là, vous le comprenez, l'intérêt du PERP, il existe, mais alors pour le coup, il est très faible, puisque ce que je vous ai expliqué sur les revenus exceptionnels, vous aurez exactement la même chose sur les charges déductibles. Les charges déductibles, pour peu que vous puissiez les déduire, elles se déduiront sur un taux moyen et non pas sur une tranche marginale, ce qui fait que l'intérêt du PERP est pour le coup très faible, puisque le PERP, vous ne déduirez, dans notre exemple, que 500 euros, et non pas, si on avait pris un exemple traditionnel, 10 000 euros dans une tranche potentiellement à 30 ou à 41%. 41%, le contribuable aurait pu déduire 4 100 euros au titre d'une année traditionnelle. Donc là encore, vous doutez bien d'un dispositif que l'administration redoute, un dispositif entre guillemets anti-abus, et je pense qu'il y a eu pour le coup un lobby assez important des assureurs et des banquiers pour dire mais attendez, si les gens ne peuvent plus déduire au titre de l'année 2018, plus personne va vouloir verser dans un PERP, ce qui peut se comprendre. Donc là encore, vous allez voir, on a mis un système assez ubuesque et d'une complexité absolue, mais tout est fait pour que le contribuable essaye de ne pas optimiser ses revenus. L'idée, en fait, c'est que les versements réalisés dans un PERP en 2018 seront déductibles uniquement si l'année 2017 est supérieure à 2018 et, je dis bien est, en même temps que 2019 soit supérieur à 2018. Donc là encore, pas toujours très simple à comprendre. Un exemple permet de bien figer le cadre. Et c'est l'exemple qu'on vous met ici. Donc si une personne verse 10 000 euros dans son PERP en 2017, je suis sur la première ligne, en 2018, il arrête de verser, bon, bien évidemment, s'il n'y a pas de versement, il n'y a pas de déduction. Admettons qu'il reprenne un versement de 10 000 euros, donc un peu comme les revenus fonciers, quelque part, on va lui permettre une déduction en 2019, mais pas de 10 000 euros, uniquement de 5 000. Donc on va pénaliser quelque part le contribuable qui va suspendre un versement dans son PERP en 2018 pour le reprendre en 2018. Donc pour pouvoir déduire la totalité, je vais directement sur la dernière ligne, c'est l'exemple l'explication de ce que j'expliquais. Il faut bien donc maintenir un versement en 2018, donc au moins supérieur, enfin, légèrement supérieur à celui de 2017. Donc dans l'exemple, j'ai pris 10 001 pour faire comprendre. Donc la déduction en 2018 du versement de 10 001 sera faible ou du moins peu ou sans effet si vous n'avez pas de revenus exceptionnels. Et pour pouvoir déduire en 2019, il faudra verser un montant supérieur. Alors j'aurais pu prendre 10 002, on a mis 15 000. Donc il faut avoir une continuité dans ces versements pour pouvoir en 2019 déduire la totalité de ces versements en 2019. Voilà. Pour le PERP, un dernier petit focus avant d'en terminer et de passer aux questions, le sort des réductions et des crédits d'impôt. Alors ça a été souvent mis en avant et c'était un peu une crainte des contribuables, c'est-à-dire que mais qu'est-ce qui va se passer sur les crédits d'impôt si finalement 2018 est une année blanche et que j'ai des revenus courants et des revenus qui ne sont pas taxables. Alors, ça fait couler beaucoup d'encre, mais on rassure, à ce niveau-là, le bénéfice des réductions des crédits d'impôt est bien évidemment maintenu au titre de l'année 2018 et seront donc restitués. Donc là encore, je ne sais pas s'il faut dire merci, j'ai envie de dire heureusement quelque part, au titre de cette année blanche. Alors, l'idée, en fait, c'est pour ne pas pénaliser certains contribuables, en fait, l'État va même aller au-delà dans sa grande générosité, je ne sais pas s'il faut le dire comme ça, mais pour une certaine catégorie de crédits d'impôt, c'est sur la dernière ligne de cette slide,
on voit que les services à domicile, tout ce qui est services à domicile, garde d'enfants, en fait, l'État va même aller au-delà en donnant un acompte en fait, de crédit d'impôt prévu sur le premier trimestre 2019, puisque cet acompte sera de 30% du crédit d'impôt de l'année précédente, et le solde sera reversé au mois d'août, au moment de la liquidation, en fait, des revenus de l'année 2018, quand vous les aurez déclarés et liquidés l'année précédente. Voilà pour ces crédits d'impôt et réduction d'impôt, pas d'inquiétude. Alors, comment ça se passe? Un petit focus très rapide aussi pour les particuliers employeurs, pour les personnes qui ont recours à de l'emploi à domicile. Donc, il y a deux solutions. En tant qu'employeur, soit vous avez le choix de gérer vous-même vos bulletins de paye. Donc, à ce moment-là, ce sera à vous, en tant qu'employeur, d'organiser cette collecte et ce reversement de ce prélèvement à la source. Si vous avez envie de passer vos week-ends à faire ça, vous pouvez vous amuser. Sinon, on vous invite, et je pense que beaucoup de gens vont gérer comme ça, à passer par les services de CESU ou Page Emploi, selon. Et c'est bien ces organismes qui vont gérer pour vous la mise en place du prélèvement à la source. Donc ça sera assez simple finalement, vous n'aurez pas grand-chose à faire si vous passez par ces organismes-là. Donc voilà, on en a terminé. Je vous remercie pour votre attention et pour ce support. Je crois qu'on va passer aux questions. Je ne sais pas s'il y a eu des questions, donc on va m'apporter. Je remercie Johanna. Voilà les questions. Alors je ne sais pas si j'aurai le temps de tout répondre. Il est 13h15, donc on a quand même un petit peu de temps. Donc on va regarder les différentes questions et je vais essayer d'y répondre. Donc on a une première question qui est posée, c'est à partir de janvier 2019, comment pourrais-je déduire mes frais réels, kilomètres et péages? Ah, alors ça c'est une question, je suis allé un peu vite dans mon exposé, c'est vrai. Vous l'avez compris, en fait, le prélèvement à la source, il va être organisé donc, dans le cas d'un salarié par l'employeur. Mais il est organisé, ce prélèvement à la source, en fait, sur le net à payer, on va dire le net à déclarer. L'employeur ne va pas gérer le net fiscal qui est propre à chaque situation de contribuable. Ce qui fait que l'employeur va appliquer un taux de prélèvement à la source qui sera appliqué sur le net à payer et le net à déclarer du contribuable, mais qui ne tient pas compte de la déduction des frais réels. Ce qui fait, alors je ne sais pas si vous êtes dans ce cas-là, je ne connais pas la personne malheureusement, mais ça peut provoquer un dommage collatéral et d'être dans une situation où par exemple vous ne seriez pas imposable du fait de la déduction des frais réels sur vos salaires, puisque vous avez des frais réels importants, en tous les cas plus importants que 10% de votre rémunération, mais pour autant, par ce jeu du taux de prélèvement à la source, pour autant qu'il y ait revenu de foyer fiscal, votre employeur a un taux personnalisé ou taux neutre selon votre option qui, quelque part, vous donnera un net à payer moindre et un montant d'impôt qui sera appliqué sur votre salaire. Et pour le coup, après, tout sera régularisé puisque vous ferez toujours votre déclaration au titre de l'année 2019 ou 2018, peu importe, l'année précédente. On viendra calculer votre impôt au titre de cette année-là, qui tiendra compte des frais réels, et on comparera par rapport au prélèvement à la source qui aura été opéré par votre employeur, et on viendra vous restituer ce prélèvement à la source. Donc finalement, c'est un peu ce que je disais en introduction, on ne change pas le système, mais par contre, vous allez faire l'avance de trésorerie, ça c'est très clair, et après on vous restituera. Voilà, donc je ne sais pas si j'ai pu répondre. Alors, deuxième question. Comment cela se passe-t-il pour un intermittent qui a, par définition, plusieurs employeurs? Alors, pour un intermittent ou pour d'autres catégories de revenus, parce qu'il n'y a pas que les intermittents qui ont plusieurs employeurs, cela va s'organiser par employeur, puisque le taux de prélèvement à la source, donc une fois de plus, taux personnalisé ou taux neutre, selon votre option, s'appliquera à tous vos employeurs. Donc chacun appliquera sur votre rémunération, qui est versée par chaque employeur, un taux neutre ou taux personnalisé. Voilà. Alors, une autre question. Bonjour. Année blanche, quid des revenus étrangers irréguliers soumis au taux effectif global et déclarés... Alors, c'est pas bien écrit, pas de contrat de travail de droit français. Alors, pas tout à fait cerner la question, mais en gros, ce que je comprends, c'est un contribuable qui aurait des revenus étrangers irréguliers
Donc ces revenus aujourd'hui, donc j'imagine des salaires, hein, pour prendre cet exemple, devra les déclarer comme chaque année dans sa déclaration. Et il faudra en fait, là encore, comparer et appliquer ce taux. Alors bien évidemment, ce taux ne pourra pas être appliqué sur un employeur étranger. Un employeur suisse, pour prendre cet exemple-là, ne pourra pas appliquer cette retenue à la source et reverser à l'État français. Par contre, j'allais dire, ça ne change rien au système. Le contribuable devra déclarer ses revenus étrangers et faire intégrer ces revenus-là dans sa déclaration. Et ça lui donnera potentiellement un taux appliqué sur les autres revenus du foyer fiscal. Admettons que ce contribuable soit, par exemple, marié et son conjoint a des revenus salariés en France. Donc ça dégagera un taux qui sera appliqué sur les revenus, un taux personnel, qui sera appliqué sur les revenus de son conjoint, par exemple. Mais en tous les cas, il n'y a pas de prélèvement à la source appliqué sur un revenu perçu à l'étranger, heureusement, j'allais dire. Alors, je prends une autre question. Alors, je prends les questions au fur et à mesure, hein, je m'en excuse. Je ne comprends pas pourquoi les locataires doivent payer aux propriétaires. Nous sommes dans un HLM, on va devoir verser de l'argent aux offices HLM. Non, alors c'était une blague, hein, quand j'ai tout à l'heure j'ai fait cette allusion. Donc bien évidemment, non, les locataires ne vont rien reverser aux propriétaires. Voilà, on l'avait imaginé dans le texte initial, puisqu'on aurait pu organiser le prélèvement à la source sur les locataires, mais les locataires paieront leur loyer, donc il n'y a absolument pas de souci par rapport à ça. J'ai une autre question. Alors, les défiscalisations type cellier, comment cela se passe-t-il? Alors, je l'ai précisé tout à l'heure, mais je le redis, il n'y a pas de souci. En fait, pour toutes les réductions et les crédits d'impôt, en fait, les réductions et crédits d'impôt seront maintenues et seront donc restituées, même si vous n'êtes pas imposable, au titre de l'année suivante, donc en 2019, au titre des revenus 2018. Votre réduction d'impôt ou crédit d'impôt, c'est lié ou autre, il n'y a pas de souci, des dons, emploi à domicile, tout ce que vous pouvez imaginer, seront donc, soit imputés sur vos revenus exceptionnels et sur l'imposition des revenus exceptionnels si vous en avez, soit purement et simplement restitués. Alors, je prends une autre question. Est-ce que toujours sur les crédits et réductions d'impôt, est-ce que les crédits d'impôt et réductions d'impôt sont préservés en 2019 si pour autant je n'ai en 2018 que des revenus courants non imposables, donc je l'ai dit, sera maintenu. Je précise quand même juste quelque chose, il faut quand même attention à l'effet d'aubaine, c'est-à-dire qu'une personne qui ne serait pas imposable, je parle là pour le coup des réductions d'impôt. Donc je fais une petite précision, vous savez qu'il y a une différence entre les réductions et les crédits d'impôt. Les réductions d'impôt, pour prendre l'exemple des dons, s'imputent en fait si tant est que vous avez des revenus imposables. Si vous n'êtes pas imposable, une réduction d'impôt n'est pas restituable. A l'inverse, un crédit d'impôt, pour le coup, est restituable si vous n'êtes pas imposable. Donc il faut bien comprendre que par le jeu justement du crédit d'impôt CIMR de 2018, en fait, l'administration va donc regarder votre situation et de savoir est-ce que vous êtes imposable ou pas. Et en fonction, vous restitue, si vous êtes imposable, ou annule du moins votre imposition par le jeu du CIMR. Donc dans ce cas-là, si vous avez des réductions d'impôts, mais pour le coup vous n'êtes pas imposable, bien évidemment ces réductions d'impôts ne vous sont pas reversées. L'idée quand je dis les réductions et les crédits d'impôt sont maintenus, c'est uniquement dans une situation où vous êtes imposable. Un crédit d'impôt, par contre, étant systématiquement restitué au titre de l'année 2018 en 2019. Alors, est-ce que le taux neutre peut se cumuler avec le taux individualisé pour un couple? Alors ça, c'est une très bonne question de Johanna. Alors non, malheureusement, ça ne peut pas se cumuler. Ça, c'est souvent des questions qui reviennent. Comme on l'a dit tout à l'heure, donc de base, vous aurez un taux personnel qui est appliqué au niveau du foyer fiscal. Et après, vous faites votre option, soit d'un taux donc, dit neutre, soit d'un taux individuel. Donc là, j'imagine que Johanna pensait à ce que, par exemple, un contribuable choisisse un taux individuel et son compagnon choisisse un taux neutre. Donc malheureusement, non, c'est pas possible, c'est soit l'un, soit l'autre. Voilà. Donc je pense avoir fait le tour des questions. Sauf s'il y a... Non, il y en a encore après, pardon. En haut, il y en a encore, pardon.
Alors, bonjour. L'année 2018 est très spéciale pour moi. Je toujours travaillé, mais je suis au chômage, une baisse importante de mes revenus depuis janvier. De plus, j'attends un enfant pour le mois de juillet. Quels vont être les impacts pour moi? Merci. Alors, j'essaie de repréciser. Donc, à partir de 2018, donc on a un contribuable qui va voir sa situation évoluer par une baisse effectivement importante des revenus depuis le mois de janvier. Donc là, j'ai envie de dire, pour le coup, pas trop d'inquiétude, puisque, comme je vous l'ai dit, on ne change pas le système. Donc vous aurez votre déclaration d'impôt à faire au printemps 2019 sur vos revenus de l'année 2018. Et j'imagine, enfin je ne connais pas votre situation, mais j'imagine potentiellement vous ne serez pas imposable. Donc, par contre, ce que je vous invite à faire dès maintenant, pour éviter d'avancer inutilement de la trésorerie, c'est éventuellement de signaler votre situation à l'administration fiscale, parce que je ne sais pas si ça démarre, votre baisse de revenus a démarré en 2017 ou en 2018. Voilà, donc vous pouvez éventuellement faire d'ores et déjà une demande de modulation pour diminuer votre imposition de l'année 2017. Voilà. Par rapport à l'année 2019, en fait, vous pourrez aussi, et je vous invite à le faire, anticiper et faire ce qu'on appelle une demande de modulation, puisque, comme je l'indiquais, le taux de prélèvement à la source de 2019 sera appliqué sur la base de la déclaration des revenus de l'année 2017. Donc, dans votre cas, vous anticipez une baisse des revenus en 2018. Donc, admettons que vous ayez un taux de prélèvement à la source de 10%, par exemple, qui sera calculé sur les revenus de l'année 2017. Ça sera un peu, ça viendra en déduction de vos indemnités de Pôle emploi. Donc, vous avez tout intérêt dès maintenant, dès que vous avez fait votre déclaration de revenus, je ne sais pas si vous l'avez déjà faite, vous avez jusqu'au 23 mai minuit pour le faire. Vous pouvez aller sur votre espace impôt.gouv et effectivement faire une demande de modulation pour indiquer le montant prévisionnel de vos revenus en fait, et tout simplement avoir un taux de prélèvement à partir de janvier 2019 le plus faible possible et éventuellement à zéro selon votre situation. Alors, une autre question, à partir de janvier 2019, comment... Ah bah non, je reviens sur la même question. Donc, je crois que là, pour le coup, je regarde l'assistance, je crois qu'on a fait le tour des questions. Donc, écoutez, je vous remercie pour ce webinaire. C'était un peu nouveau pour nous, au niveau du cabinet. C'est la première fois qu'on expérimentait ce support de présentation. Donc, je remercie encore toutes les personnes qui ont participé. Ça s'est très bien passé d'une manière générale. L'idée donc de ce webinaire sera retranscrit entre guillemets par le biais d'une vidéo que vous pourrez retrouver sur notre site Agory, www.agory.fr, au travers de l'espace aussi MyAgory. Cette vidéo sera disponible dans quelques jours, quelques semaines. On va également suivre cette réforme du prélèvement à la source parce qu'elle va nous accompagner tout au long de l'année. Je pense que les gens sont en train de prendre conscience quelque part de l'impact que cela va avoir. J'entendais encore des informations ce matin. On a un décret d'application qui est sorti. Je pense même que le législateur et l'administration est en train de se rendre compte, je ne sais pas si c'est une impasse dans laquelle elle est en train de se mettre, mais des dommages collatéraux que cela va avoir. J'entendais donc encore ce matin à la radio un décret d'application qui est passé, qui va imposer les employeurs dès le mois prochain à en fait mettre en évidence sur les bulletins de paye par un caractère gras multiplié de 1,5 s'il vous plaît sur la typo traditionnelle des bulletins de paye pour mettre en avant en fait le montant du net à payer par rapport au montant du net traditionnel avec l'impact de la réforme sur les cotisations sociales et demain de la réforme liée au prélèvement à la source. Donc on voit qu'à vouloir faire de la simplification à tout va, je pense qu'on n'y comprend plus rien. Malheureusement, je ne sais pas si nos chers dirigeants nous écoutent, j'aimerais bien des fois, mais on voit qu'on est dans un système assez complexe. Ce qui est sûr et ce qu'il faut en retenir, il y a plusieurs choses, c'est qu'il y aura comme tout système et toute réforme des gagnants et des perdants. Au global, finalement, j'allais dire, personne ne va perdre, personne ne va gagner en termes d'impôts nets à payer, puisque le système ne change pas, et c'est ce qu'on peut regretter. On fera toujours sa déclaration, on aura toujours le même montant d'impôts à payer. Par contre, en termes de trésorerie, évidemment, il y a des gens qui vont devoir avancer un petit peu plus tôt de la trésorerie au niveau du prélèvement à la source.
On avait dit tout à l'heure l'exemple de quelqu'un qui a des frais réels et qui potentiellement ne serait pas imposable. Par le jeu du prélèvement à la source, il sera imputé sur son net à payer, mais il n'aura pas d'autre choix que d'avancer. Mais ça, il va falloir l'expliquer aux gens. Et on voit bien que c'est ça qui est compliqué et qui, quelque part, vis-à-vis des contribuables français, le sujet de la fiscalité, c'est quelque chose qui est assez sensible, qui est assez touchy. Donc on peut regretter quelque part un peu ce manque de concertation et que cette réforme qui, sur le papier, n'est pas dénuée de sens, le prélèvement à la source, ça va plutôt dans la modernité, dans le bon sens, mais on aurait pu d'abord faire une réforme fiscale un peu plus d'ampleur, de déjà changer un peu le système, alléger un petit peu les déclarations, parce que je ne sais pas si vous faites votre déclaration sur Internet, mais on est à pas loin de 70 feuillets à remplir, si vraiment on va au bout du système. Donc on aurait pu modifier un peu le régime avant de mettre en place ce prélèvement à la source, et on aurait pu aussi soulager la tâche des entreprises et des employeurs par rapport à ça. Ça n'a pas été fait comme ça, on peut le regretter. Je pense aussi que dans quelques années, le système sera en place, que ça sera derrière nous, tout ça, qu'on sera habitué et que tout se passera bien. Mais par contre, c'est sûr que pour l'année 2019, il va falloir, pour le coup, être particulièrement vigilant, notamment pour les gens qui ont différentes sources de revenus, notamment des revenus indépendants, des revenus fonciers. C'est vrai que pour quelqu'un qui est salarié, qui est mensualisé, qui a à peu près toujours la même rémunération, au final, ça ne va pas changer grand-chose. Mais ce n'est pas le cas de tous les contribuables. Malheureusement, chaque situation est différente. Donc voilà, je vous remercie pour ce webinaire, votre participation, et puis je pense qu'on essaiera de renouveler l'opération. En tous les cas, on vous dit à très bientôt chez Agori ou sur d'autres ondes. Voilà, merci.